Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, faut-il craindre un regain de tension entre l'Éthiopie et l'Érythrée suite à des combats frontaliers entre forces militaires éthiopiennes et érythréennes? Dimanche 12 juin, l'Éthiopie menace désormais son voisin d'une guerre totale. Et au Mali, 15% des 15-39 ans sont sans emploi. La lutte contre le chômage était justement l'un des engagements du président Ibrahim Boubacar Keïta 3 ans après son élection. Comment évolue la situation de l'emploi dans son pays? Réponse tout à l'heure. Plus gros plan dans cette édition sur l'élevage au Niger. L'activité est un pilier de l'économie nationale mais fait face à de nombreux défis. Climat tendu donc dans la Corne de l'Afrique en raison des nouvelles tensions à la frontière entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Ce dimanche, les deux États, l'Éthiopie et l'Érythrée, se sont reprochés mutuellement une attaque à Tsorona, une zone frontalière très disputée par les deux pays. Les détails dans ce sujet préparé par la rédaction. Tsorona, Badmé, à 170 km au sud d'Asmara, reste encore et toujours la frontière de la discorde entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Dimanche 12 juin, le gouvernement érythréen accusait les forces éthiopiennes d'avoir perpétré une attaque sur le front de Tsorona. Allégation démentie par le gouvernement éthiopien qui affirme qu'il s'agissait d'une contre-offensive. Dans ce regain de tension, l'Éthiopie met en garde le gouvernement du président Isaias Afewerki contre toute action militaire. Pour nous Éthiopiens, cette situation est la conséquence des provocations de l'Érythrée. Les derniers tirs de forces érythréennes ont été la goutte de trop. Nous ne pensons pas qu'ils s'attendaient à une telle réponse de notre part. Nous avons la capacité de mener une guerre totale contre l'Érythrée, mais nous ne voulons pas le faire. Mais si jamais le régime érythréen décide de retenter une autre opération ou quelque chose de stupide, c'est leur choix, mais cela aura de très lourdes conséquences. Malgré l'arrêt des hostilités en 2000, suite à l'accord d'Alger, le différend frontalier n'a jamais été résolu entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Le tracé qui s'étend sur 1000 km est toujours sous la surveillance des troupes et des affrontements de faible intensité sont régulièrement observés. Mais pour l'opposition et les militants érythréens, la perspective d'une guerre est peu probable. Il n'y a pas vraiment de raison pour l'Éthiopie de commencer une guerre à l'heure actuelle. En revanche, pour l'Érythrée, s'il y a une guerre ou même la rumeur d'une guerre, cela pourrait être un moyen pour le gouvernement érythréen d'obtenir le soutien de la communauté internationale. Il s'agit en fait de détourner l'attention. Une stratégie peut-être pour l'Érythrée, alors qu'un rapport d'une commission d'enquête de l'ONU, publié le 8 juin 2016, dénonce 25 ans de ce qu'elle qualifie de crimes contre l'humanité perpétrés par le gouvernement érythréen. Mais il n'en demeure pas moins que les combats de dimanche pourraient être les plus violents depuis la fin des hostilités il y a 16 ans. Et avec les rumeurs d'un conflit imminent entre les deux voisins, les forces armées sont désormais sur le qui-vive. Dans le reste de l'actualité, la Libye, où un attentat suicide a fait au moins 10 victimes du côté des forces gouvernementales. Attentat attribué à l'État islamique. Depuis le mois de mai, les forces libyennes, soutenues par la communauté internationale, tentent de reprendre Sirte, cet important bastion encore aux mains de Daesh. Le Mali confronté à une recrudescence du chômage. Pour affaiblir cette tendance, le président Ibrahim Boubacar Keïta avait promis lors de sa campagne présidentielle en 2013 la création de 200 000 emplois. 3 ans après son élection, la moitié de cet objectif aurait été atteint au Mali. Un reportage de Mokhtar Bari. Au Mali, la lutte contre le chômage est une priorité gouvernementale. Lors de la campagne présidentielle de juillet 2013, le candidat Ibrahim Boubacar Keïta avait promis 200 000 emplois à la jeunesse. Un plan quinquennal 2013-2018 a été mis en place. Pour mieux cerner le problème du chômage, le gouvernement crée l'Observatoire national de l'emploi en 2013. Pays à vocation agricole pour fixer les jeunes ruraux dans leur terroir, le gouvernement a initié le projet FIER, formation professionnelle, insertion, appui à l'entrepreneuriat des jeunes ruraux, en octobre 2014. À 2 ans de la fin du mandat présidentiel, les autorités dressent un bilan satisfaisant de la politique de l'emploi. 116 000 emplois qui ont été créés. Et ça nous amène à mi-mandat à nous rendre compte que nous avons dépassé déjà la moitié de la promesse faite par le président de la République, qui est de créer 200 000 emplois. Nous ne dormons pas sur nos lauriers.
nous avons de grands projets et programmes dont l'impact ne sera connu, visible que vers la fin de l'année et début de l'année 2017. Nous espérons vraiment qu'avec les résultats que nous allons atteindre à travers le projet FIER, qui doit toucher environ 100 000 jeunes, et le projet ProSège qui a financé justement une partie de ces assises, qu'à travers ces projets, donc, nous allons créer des milliers d'emplois pour les jeunes maliennes et les jeunes maliens. Malgré les efforts du gouvernement, de nombreux jeunes diplômés restent sans emploi. Selon l'Association des jeunes pour le développement et l'emploi au Mali, le taux de chômage est passé de 9,8% en 2012 à 11,8% en 2014. Mamadou Ben Koulibaly est un blogueur et activiste. Confronté au chômage, il s'est ouvertement adressé au ministre de l'Emploi. Nous constatons, nous menons des enquêtes et nous essayons d'échanger avec les gens. C'est vrai que je suis aussi jeune et que je suis même confronté également à ce problème d'emploi-là. Mais je discute également avec d'autres jeunes pour comprendre ce qui ne va pas effectivement dans la société. Mais malheureusement, le constat est amer. On nous dit qu'il y a 116 000 emplois qui ont été créés. Mais il faut descendre dans la rue, il faut aller écouter les jeunes, il faut aller dans les universités pour comprendre que le problème est patent et qu'il y a un vrai problème d'employabilité des jeunes. Le gouvernement, à travers l'Agence nationale de la promotion de l'emploi, a consenti 5 milliards 11 millions 900 000 francs CFA pour le financement des projets pourvoyeurs d'emploi. L'Agence de la promotion de l'emploi des jeunes soutient financièrement la formation des jeunes diplômés chaque année. Samerou Diallo est l'heureux élu du contingent de 2016. Depuis 2010, moi je dépose mes dossiers au niveau de la PEJ ici. Et c'est cette année, en 2016, j'ai eu la chance d'être retenu comme volontaire juste pour un stage de 1 année dans une structure ou bien une ONG sur place. Vu que je suis engagé dans la société civile, j'ai décidé de travailler avec une organisation de la société civile dans le cadre de la promotion des droits de l'homme. En tant que titulaire d'une maîtrise, nous on a 43 000 par mois. Ça, c'est juste à titre forfaitaire pour gérer les questions de carburant, de placement. De plus en plus de voix se font entendre sur les conditions d'obtention de stages ou de fonds d'aide jugées partisanes. Pour dénoncer ces pratiques peu orthodoxes, des associations de chômeurs projettent une marche meeting ce samedi 18 juin 2016. La cause de l'accident du vol Egypte Air qui s'est abîmé en mer Méditerranée dans la nuit du 18 au 19 mai pourrait s'éclaircir prochainement. La boîte noire du cockpit a été récupérée. L'annonce a été faite ce jeudi par la commission égyptienne d'enquête. Les conversations vont désormais être analysées. La deuxième boîte noire reste quant à elle encore introuvable. Le vol MS 804 relié Paris au Caire avec 66 personnes à bord. Le pastoralisme constitue la deuxième activité des Nigériens. Après l'agriculture, l'élevage représente jusqu'à 11% du PIB national et 35% du PIB agricole. Et la vente des produits de l'élevage place ce secteur en seconde position directement après l'uranium. Gros plan sur l'élevage, maillon important de l'économie nigérienne. Un sujet signé Oumou Kalsoumba. Le secteur de l'élevage est considéré comme le pilier de l'économie du Niger. Il représente 50% du produit intérieur brut et emploie près de 87% de la population active. Le cheptel national est évalué à plus de 36 millions de bêtes et est composé entre autres de bovins, d'ovins, de caprins, d'équins. L'élevage le plus courant en milieu rural est de type extensif. Parvenir à assurer un niveau de sécurité alimentaire adéquat pour une population toujours plus grandissante tout en préservant de façon durable les ressources naturelles constitue un des plus grands défis auxquels le Niger reste confronté. Déjà, je le dirais, le moteur, particulièrement du développement rural de l'élevage. Je l'ai dit tantôt quand j'ai évoqué la place qu'occupe l'élevage en matière d'exportation, de revenus d'exportation. C'est la deuxième place. Il est également le moteur parce que tout simplement, les revenus tirés par les populations de cette activité leur permettent réellement de couvrir leurs besoins alimentaires. Il est aussi le moteur pour la simple raison que aujourd'hui le Niger est un grand fournisseur des pays de l'Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest, la demande des produits dérivés de l'élevage comme le lait, la viande, les œufs constitue aujourd'hui des opportunités pour les éleveurs nigériens. Cependant, les difficultés de la pratique de cette activité résident en grande partie dans la réglementation du secteur. C'est comment les politiques vont prendre en compte un secteur qui est déjà un levier de développement.
le Niger doit pouvoir élaborer une politique adaptée à l'importance de son secteur, qui est l'élevage. L'État n'a pas reconnu le statut de l'éleveur, par exemple. C'est quoi si quelqu'un n'a pas de statut, c'est qu'on ne te reconnaît même pas comme acteur de développement. Nous avons beaucoup lutté pour que l'État reconnaisse le statut de l'éleveur, tout comme le statut de l'agriculteur. Les produits agro-silvopastoraux représentent 39% des recettes totales d'exportation nigérienne, soit 88% des recettes hors uranium. Les produits de l'élevage se placent au premier rang avec 22% des exportations. Au Tchad, la capitale N'Djamena est souvent confrontée aux inondations. Les principales artères de la ville se retrouvent alors sous les eaux et les autorités peinent à les contenir. Mais il y a peu, ces autorités ont lancé une opération de curage, notamment des caniveaux, et ont également mis en place des bassins de rétention d'eau. Vous voyez ce reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan avec les commentaires d'Idlet Mirabel Bissou. Certains quartiers de la capitale tchadienne font régulièrement face aux inondations. Cette année, à l'approche des pluies, les autorités municipales ont pris l'initiative de curer les caniveaux des grandes artères de la ville et ont aménagé les bassins de rétention d'eau pour éviter les catastrophes pluviales. Les communes des arrondissements concernés ont appelé les populations à contribuer aux efforts de l'aménagement de leurs quartiers respectifs. Chaque commune prévoit le curage des caniveaux et l'enlèvement des terres curées. Donc actuellement, nous avons commencé depuis le mois de mai et que toutes les canalisations qui se trouvent au niveau du 5e arrondissement sont en train de curer. Les travaux sont déjà presque vers la fin. Donc le reste maintenant, nous avons mis une commission de réception de chaque travaux et donc nous on attend le procès verbal de la commission de réception et puis on va aller sur le terrain pour vérifier est-ce que les curages sont bien faits ou pas. Les populations diamenoises trouvent cette initiative des autorités municipales louable, mais elles estiment que les travaux devraient commencer plus tôt que prévu parce qu'ils risqueront d'être interrompus par la saison pluvieuse qui s'annonce déjà abondante. Ces dernières années, les caniveaux parfois ne permettent pas à l'eau de se drainer normalement. Ça va être un véritable soulagement. Sauf que c'était un peu tard, ça devait être peut-être fait bien avant. Pour les experts, les curages des caniveaux des principales artères de la ville et l'aménagement des bassins de rétention pour le pompage des eaux usées sont une initiative réfléchie, mais ils ne sont pas faits dans les règles de l'art. Surtout ce qu'ils ont curé, il faut qu'ils dégagent aussi au fur et à mesure. Mais quand ils curent, ils laissent sur place, ça reste dès que la pluie revient, ça va encore ramener dans le caniveau et ça va toujours bloquer le goulot. Donc il faut vraiment faire ce travail à temps. Normalement, ça devait commencer de cela depuis mars. Et jusqu'en mai, ça prenait fin. Rappelons que 4 des 10 arrondissements de la ville de N'Djamena ont été inondés par les pluies en 2015, causant d'importants dégâts matériels. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.